à toutes, bienvenue dans ce nouvel épisode hors série Nos cycles dédié à l'absence de cycle chez la femme. Un format d'épisode conçu pour les femmes souffrant d'aménorrhée secondaire par des femmes souffrant ou ayant souffert également de cette absence de cycle. Moi-même, j'ai connu une période de no-cycle qui a duré beaucoup trop longtemps, près de 10 années masquée en partie par la prise de la pilule contraceptive. Je sais donc à quel point 50% du chemin au moins de la guérison se fait grâce au soutien que l'on trouve au travers des témoignages de personnes comprenant notre situation. J'espère que tu trouveras le soutien et les réponses à certaines de tes questions ou encore que l'écoute de ces épisodes déclencheront certains déclics en toi, te permettant de retrouver le chemin de ton cycle féminin. Et si tu souhaites contribuer à ce projet collaboratif en apportant ton témoignage à ton tour, n'hésite pas à me contacter par email à l'adresse suivante alexandraportail@hygienedevie.fr ou encore via la page contact de mon site internet www.hygienedevie.fr avec le chiffre 2. Merci à toi par avance. Aujourd'hui, place au témoignage de Charlotte. Une jeune femme ayant souffert d'aménorrhée secondaire hypothalamique pendant plusieurs années, en partie cachée par la prise de la pilule contraceptive. Ça me rappelle des choses tout ça. Charlotte a accepté de nous partager son histoire avant, pendant et après son épisode de No Cycle et comment elle a fait pour partir à sa conquête. Une conquête pas simple mais motivée par le désir de donner la vie. Entre hygiène alimentaire, hygiène physique et hygiène émotionnelle, Charlotte a progressivement compris que sa personnalité ne dépendait pas de son poids et que pour être en bonne santé, aucun excès n'était bon pour son corps. Sans plus tarder, je te laisse plonger dans l'histoire de Charlotte en la remerciant par avance pour avoir ouvert les portes de son intimité. Je te souhaite une très belle écoute. Bonjour. Je m'appelle Charlotte, j'ai 29 ans et j'ai souffert d'aménorrhée hypothalamique fonctionnelle depuis... En fait, j'ai pas de date de début, puisque depuis l'âge de 16 ans, je prends la pilule, je la prenais. Et en fin de compte, je ne sais pas quand a débuté cette aménorrhée, puisque j'ai arrêté ma pilule pour souhait d'avoir un enfant en mai 2019. Donc c'est vrai que là-dessus, je ne pourrais pas dire combien d'années j'ai été en aménorrhée. Je n'ai pas exactement le moment déclencheur, la cause. Toujours est-il que ça a été un moment, je vais dire, un peu d'errance médicale sur la prise en charge, le diagnostic aussi de cette aménorrhée. J'espère que ce que je vais raconter ici pourra en aider plus d'une. Comme moi, tous les témoignages que j'ai pu retrouver m'ont aidé. Pour la faire courte, donc comme je le disais, je prenais la pilule depuis très jeune, puisque en fait je faisais du sport, beaucoup de sport, et du coup c'était un confort en fait de savoir quand est-ce que mon cycle allait arriver, tout simplement. Ensuite, j'ai jamais trop fait attention à ce que je mangeais, au lycée notamment. Voilà, c'est peut-être pour ça aussi que j'étais pas forcément quelqu'un, qui attirait l'œil, qui était très populaire, mais je me suis jamais mal sentie. Jusqu'au moment, on va dire, de ma terminale à peu près. Ensuite, à ma première année de fac, du coup, je me suis retrouvée forcément toute seule, nouvel appartement. Pour être très claire, mes repas se résumaient à... Alors ça va peut-être en faire rigoler. Un cordon bleu, d'un célèbre père connu, avec des petits pois en boîte. Voilà.
c'était très souvent mes repas. En fait, j'ai jamais trop cuisiné, hormis avec ma grand-mère quand j'étais un petit peu plus jeune, mais voilà, c'est pas quelque chose que j'avais envie déjà de faire moi dans ma petite kitchenette d'étudiante. Et puis ensuite, j'ai rencontré mon mari, qui est actuellement mon mari, qui lui, pour le coup, cuisine énormément, m'a fait découvrir tout ça. Et puis forcément, après quand on vit à deux, c'est vrai que on cuisine pour deux, forcément. Donc, et puis voilà, et puis des plats cuisinés, c'était jamais... Je faisais de l'assemblage moi avant. C'est vrai que j'ai jamais acheté de plats tout prêts, etc. C'est vrai que je faisais beaucoup d'assemblage, des choses qui allaient vite, voilà. Tout ça pour dire que c'est vrai que du coup, le fait de me mettre à faire à manger, forcément, du coup, c'était plus équilibré déjà. Et puis le fait aussi de changer de sport, puisque du coup, je suis passée du handball à faire de la course à pied. Donc au début, je courais 2-3 fois par semaine. Ça, combiné au fait que je mangeais mieux, j'ai fondu. Littéralement, j'ai perdu très rapidement du poids. Et en m'en rendant compte, en fin de compte, c'était un reflet qui me plaisait de plus en plus. Je me sentais de mieux en mieux dans ma peau, même si voilà, je me suis jamais sentie mal, mais disons que je me sentais mieux en tout cas. Et puis petit à petit, forcément, on a envie de continuer ça, sauf qu'à un moment donné, ça stagne, puisque le corps, il s'habitue au régime alimentaire et au sport qu'on fait. Et donc je me suis dit, non pas comment faire pour encore perdre plus, mais j'ai envie de continuer à fondre. C'est vrai que c'était plaisant, voilà. Je courais un petit peu plus loin, et puis mon mari est venu ensuite courir avec moi, donc c'est vrai que du coup, nous c'était notre rituel, on allait courir 3-4 fois par semaine, 10 km. Voilà. Ensuite dit les années qui passent, les études, dernière année de fac, on part 1 an en région parisienne. À partir de là, clairement, c'était plus possible d'aller courir, en tout cas dans la ville où on habitait. Du coup, inscription dans une salle de sport. Je précise région parisienne puisque du coup, c'est là où en fait, on va se renfermer, nous deux, dans cette bulle de sport parce qu'on n'a pas envie de rentrer dans notre 40 mètres carrés, on n'a pas envie. Voilà, donc on fait du sport, énormément, 5-6 fois par semaine, à la salle de sport. Moi, je fais beaucoup de cardio, ça me plaît. Je perds du poids. Et puis, il y a le stress de la vie là-bas, il y a le fait d'être toujours pressé, on mange forcément pas super bien, donc ça restagne. Mais voilà, encore une fois, c'était pas quelque chose qui me gênait ou que je faisais attention. En tout cas, c'était pour moi, j'avais trouvé un équilibre. Et puis ensuite, l'année est passée, on est revenu dans une vie un petit peu plus, je dirais, une ville un petit peu plus tranquille. Et puis là, mariage. Bon, qui dit mariage dit vouloir faire attention, être super jolie, se sentir jolie. Et donc là, je me suis dit, ok, je reprends la course à pied, dehors. Et puis petit à petit, je me mets au trail. Puis un petit peu plus long et un petit peu plus long. Et c'est là où a commencé, je vais dire, la chasse au gras et la chasse au sucre de mon alimentation. Je vous parle de ça, c'est très facile quand on refait l'histoire. Mais en fin de compte, là maintenant, je peux le faire après coup, mais je vais vous en parler juste après. Quand on me parle d'aménorrhée hypothalamique fonctionnelle, je ne vois absolument pas comment moi,
comment mon alimentation aurait pu me faire du mal. Mais j'y reviendrai après. Voilà, tout ça pour dire que là c'est facile. Voilà, je vous refais l'histoire parce que voilà, dans ma tête c'est beaucoup plus clair. Je suis plus dans le déni, je suis plus dans l'ignorance des choses. Donc ça paraît très clair et très facile à établir, mais ça a été long. Donc tout ça pour dire que c'est là où débute un peu la chasse au gras, la chasse au sucre. Voilà, plus de sucre raffiné. Donc quand c'était des féculents, c'était forcément au blé complet. Quand c'était du sucre, c'était forcément du sucre complet. Et puis surtout, c'était plus du tout de sucre également. Hein. Ça, c'est vrai que c'était... Il y avait beaucoup de ça. Et puis, petit à petit, c'est vrai que je réduisais mon gras. Au début, voilà, on mettait un peu de beurre et d'huile voilà, dans les pâtes pour faire cuire des choses. Mais petit à petit, ça s'amenuisait. La seule source de gras que j'avais, c'était le matin. Quand je m'octroyais quelques tartines de pain, complet, of course, et avec du beurre, demi-sel. Voilà. C'était ma seule source de gras de la journée, je pense. Ça a marché, évidemment. Je suis tombée jusqu'à 56 kilos. Je fais 1m73. 56 kilos. Quand je revois des photos de cette époque, de mon mariage notamment, j'adore. Je vais pas le nier. Même si je sais les conséquences que ça a eu sur mon corps, en cette période-là, physiquement, je me sentais très jolie. J'appréciais beaucoup mon regard dans le miroir, mon reflet, pardon. Voilà. Mais dans un autre sens, je me couchais le soir la faim au ventre. Je ne pensais qu'à une chose au lendemain matin quand je vais me réveiller pour aller petit déjeuner. À la fin de mon petit déjeuner, je ne pensais qu'à une chose, mon repas du midi, et ainsi de suite. C'était... Encore une fois, quand on y repense, c'est flagrant là, quand je vous en parle. Mais quand on est dedans, on n'y pense pas forcément. Mais en fait, la nourriture m'obsédait. Je naviguais sans cesse sur Internet, sur des blogs, sur Instagram, sur Facebook, pour avoir des recettes. De tout et de rien, mais je regardais de la bouffe, tout le temps. Et puis, on a également ce désir, hein, toutes ces hormones qu'on n'a plus, forcément. Donc, voilà. On est... D'un côté, c'est vrai que, voilà, le reflet dans le miroir... se sentir se sentir à l'aise dans son corps, c'est bien, mais psychologiquement c'était usant. Et puis encore une fois, le fait d'avoir toujours cette sensation de faim, le fait de, quand on allait au restaurant, je regardais ce qu'il pouvait y avoir le moins calorique possible. En soirée ou quand on était invité, je vous imagine même pas. Quand on me dit c'est un apéro dînatoire, ben je mangeais les bâtonnets de carottes. Donc autrement dit que j'avais super faim. Je faisais pas forcément de crise boulimique ou des choses comme ça. Mais c'est vrai que j'étais toujours dans la retenue. Moi qui avant, encore une fois, hein, quand on revient des années en arrière, je ne mangeais aucune crudité. Je ne cuisinais aucun légume. Là, c'est vrai que j'étais dans l'hyper-contrôle. Dans nos placards, il n'y avait aucun aliment transformé. Aucun. Jamais. Encore une fois, après coup, on met un mot dessus, c'est de l'orthorexie. Hein. C'est le fait d'être en constant contrôle, hein, de manger équilibré. Et puis, tout ça pour dire que du coup, j'ai arrêté ma pilule, donc en mai 2019. Et puis, j'avais pas de règles jusqu'au mois d'octobre. Évidemment, hein, au début, on a un peu l'euphorie, on se dit « Oh, super, premier cycle enceinte », évidemment non.
pas de règles jusqu'en octobre, donc je consulte ma gynécologue, voilà, qui pour elle me fait prise de sang, échographie, alors c'était le calme plat, pas d'activité ovarienne du tout. Donc on me fait une prise de sang pour voir mes hormones sexuelles. À zéro, clairement, il n'y avait rien du tout. Même pas, on savait même pas trop si j'étais en phase folliculaire, en phase lutéale, enfin on savait pas. En tout cas, elle me prescrit un premier cycle, du coup, parovitrel, etc., hein, ménopyrovitrel, qui échoue. Et puis ensuite, on arrive au mois de novembre, prescription d'un deuxième cycle. Et là, ce deuxième cycle, je le vis pas très bien. Il y a une hyperstimulation sévère avec un acide intra-abdominal. En fait, c'est un épanchement liquidien, du coup, qui remonte quasiment jusqu'au foie. Donc voilà, ça va pas du tout. On stoppe tout immédiatement. J'ai fini aux urgences gynécologiques. Et là, ma gynéco me dit, bon, on va laisser à votre corps le temps de reprendre un peu des forces. Et puis, on se reverra ensuite. Très bien. Et puis, en parallèle de ça, c'est vrai que je vous l'ai pas dit, mais j'ai eu un carcinome thyroïdien quand j'avais l'âge de 18 ans, avec une thyroïdectomie totale. Donc, j'ai plus du tout de thyroïde. Je suis en rémission depuis. Je suis suivie par un endocrinologue. Voilà, pour ça, je suis suppléée en lévothyrox. Enfin, voilà. Là-dessus, pour le coup, c'est très à l'équilibre. Et puis, elle me dit, ma gynéco, quand même, avec votre passé endocrino, on devrait peut-être aller voir un endocrinologue spécialisé dans l'infertilité. Bon, ok. Faisons ça. Donc, au mois de janvier, j'ai mon rendez-vous avec cet endocrinologue. Et c'est là où la première fois, le terme aménorrhée hypothalamique est évoqué. Parce que lui, c'est vrai qu'au vu des prises de sang, il m'en prescrit une autre, un petit peu plus poussée, etc. Je le revois, et donc il commence à me parler de cette aménorrhée hypothalamique, le fait que du coup, mon axe, en fait, hypothalamo-hypophysaire, ne répond pas forcément, et peut être bloqué, peut-être par mon antécédent, peut-être par autre chose. Et c'est là où il me demande, est-ce que vous mangez correctement? Est-ce que vous faites du sport? Et est-ce que vous mangez correctement? Je lui dis, je m'en souviens très bien, mon mari est à côté de moi. Je lui dis, oui, on court, on fait du trail, on fait de la course à pied sur route. Je lui dis, voilà, à peu près 60 km par semaine, voire plus. Et puis je mange de tout. Oui, je mange de tout. Je me revois encore lui dire, oui, je mange de tout. Mon mari a acquiescé. Oui, on mange de tout, on ne se restreint pas. Et mon mari précise juste, enfin on fait pas, on cuisine. Il n'y a pas juste plat cuisiné. Oui, ok. Voilà. Mon IMC, il demande ma taille, mon poids. L'IMC est correct, évidemment. Ok. Bon, c'est tout. Et puis, il me dit, bon, je vous laisse revoir avec la gynécologue, mais si jamais ça ne fonctionne pas, on peut avoir recours à une pompe à GnRH. Donc à gonadotrophine. Bon. Évidemment, deuxième cycle, troisième cycle, ça ne marche toujours pas. Et du coup, on tombe en mars 2020. Je vous dis ça parce que mars 2020, c'est le début du Covid. Qui dit Covid, dit pandémie. Qui dit pandémie, dit pas le moment de faire des bébés. Et donc, on stoppe tout. Donc, plus de rendez-vous. Enfin, en tout cas, non essentiel. Hein. Donc, ça, c'était pas essentiel. Donc, c'est important parce que d'un point de vue psychologie, c'est très compliqué. Évidemment, pour les femmes qui écouteront ce témoignage et qui ont déjà eu des stimulations ovariennes, voilà, c'est pas un moment agréable, puisque du coup, c'est injection tous les soirs, ces sensations vraiment de lourdeur, de ventre gonflé,
de tension. Et puis ensuite, on a l'injection attendue pour déclencher l'ovulation, avec relation 36 heures après, chronométrée. Enfin, voilà, c'est... Voilà, 15 jours après, ben, on attend, on a nos règles, on n'a pas nos règles. Voilà, c'est pas un moment très facile. Et là, on nous dit, on stoppe tout. Ok. Donc, moi, déjà, j'ai mis du temps hein, à être prête pour avoir un enfant. Là, j'étais prête. Et évidemment, ça n'arrive pas comme on veut, quand on veut. Donc, c'est vrai que d'un point de vue psychologie, c'était pas la joie. Et puis, on comprenait pas pourquoi ça marchait pas. Monsieur avait fait des examens, tout allait bien. Donc, je savais que c'était moi qui n'allais pas. Voilà, c'est aussi un peu culpabilisant, mine de rien. Et puis ensuite, avec ce Covid, et donc toutes ces stimulations mises au repos, c'est là où je regarde aménorrhée hypothalamique, je me souviens de ce terme-là, et je trouve un groupe sur Facebook qui sera pour moi révélateur. Aménorrhée hypothalamique fonctionnelle, comment retrouver ses règles. Voilà le groupe, je m'en souviens de tête. Et là je lis des témoignages, comme le mien, dont vous en avez peut-être marre, d'ailleurs il est un peu long. Et là je me dis, punaise c'est ça. Et donc je prends rendez-vous avec un premier rendez-vous gratuit avec une certaine Florence. Voilà. Avec qui je parle beaucoup. Et quand je lui raconte tout ça, enfin je lui raconte déjà peu de choses à la base, et puis elle me pose des questions très spécifiques. Est-ce que tu regardes des blogs? Est-ce que tu regardes des recettes? Plein de choses comme ça. Très spécifiques encore une fois. Et là, bah pour elle, c'est sans équivoque. C'est ça. Et c'est parce que en fait, mon corps est en famine, en fait. Il est en mode famine. Et donc, il enlève toutes les fonctions qui sont non essentielles. La procréation est non essentielle à me garder en vie. Et donc, il l'a stoppé. Ensuite, du coup, forcément, au début, un peu le déni. Mais non, c'est pas ça, n'importe quoi, je mange de tout. Et puis, en fin de compte, en parlant à ma mère, notamment, elle me dit, ben si, c'est complètement ça, Charlotte. Attends, tu m'interdis de mettre du beurre dans les repas, etc. Bon. Et donc là, du tout au tout, du jour au lendemain, je décide d'arrêter le sport. Ah oui, parce que j'ai oublié de le préciser. Évidemment, quand un cycle tombait à l'eau, je me renfermais encore plus dans le sport. Et donc, je courais encore plus longtemps, encore plus intensément. Enfin voilà, c'était un cercle infernal, un cercle vicieux. Et donc, du jour au lendemain, je stoppe tout ça. Ça a été dur, mais je stoppe tout ça. Je stoppe d'aller courir. Petit à petit, alors le sport a été arrêté du jour au lendemain. L'alimentation, ça a été plus difficile parce que, comme toute habitude, à changer, c'est pas évident. Mais moi, je suis quelqu'un qui sait ce qu'il veut. Donc, petit à petit, j'ai remangé des choses que je m'étais défendues. Un bounty. C'est bête, mais un bounty, ça faisait des années que j'en avais pas mangé. Quoi d'autre? Des balistos. Enfin, toutes ces bêtises là, si je puis dire. Des petits écoliers. Mais voilà, c'était devenu tellement... comment dire? Pour moi, c'était devenu tellement interdit que le fait d'en remanger un, quelle sensation ça a été. C'est nul, hein. Mais alors, cette sensation de retrouver des goûts perdus, incroyable. De remettre du beurre dans mes pâtes. Oh, incroyable. Les filles, si vous êtes en aménorrhée, remettez du beurre dans vos coquillettes. C'est un truc de malade, cette sensation. Mettez du gruyère. C'était dingue. La seule chose, c'est vrai, que je continuais quand même, c'était de manger du fromage avec du pain. Ça, c'est vrai que c'était mon petit péché mignon. Bref, tout ça pour dire que du coup, petit à petit, je remangeais des choses que je m'étais interdites. Bon, les plats cuisinés, quand même, faut pas exagérer.
Mais voilà, petit à petit, c'est vrai, je mangeais des choses. Quand des collègues rapportaient du petit déjeuner, rapportaient un gâteau, jamais je n'en mangeais. Jamais, jamais. Mais là, je peux vous dire que c'était la folie. Et puis Covid. Donc le week-end, on ne bouge pas de chez nous. Et puis, pas de sport. Alors du coup, toute la journée, télé. Et en plus, je faisais des brioches. Je faisais... parce que j'adore cuisiner, moi. Le pain, les pâtisseries. Donc j'en refaisais beaucoup. Donc tout ça pour dire que c'est vrai que... Voilà ce que j'ai mis en place. Ça a été arrêt du sport. Et remanger plus. Et plus gras. Et plus riche. Et en fait, plus tout ce que j'ai cessé de faire depuis des années. C'était très troublant, hein. C'est très... je sais pas comment l'expliquer. C'est contradictoire en fin de compte. J'ai passé tant d'années à essayer de manger mieux, trop, dans l'excès du coup, que mon corps en fait me l'a fait payer. C'est compliqué à déconstruire, hein. C'est déjà à se l'accorder, à se dire bon ben ok j'ai mal fait, à déconstruire. Et puis surtout on a son image aussi qui change. Enfin moi je suis passée de 59 kilos à 67, donc j'ai repris 8 kilos. Forcément c'est pas 8 kilos où on veut, hein, c'est 8 kilos exactement à l'endroit où j'ai horreur de ça, à l'endroit où depuis tant d'années j'ai essayé de limiter cette partie du corps, mais forcément j'ai repris quasiment tout dessus. J'ai repris de la cellulite au niveau des fesses, au niveau des cuisses, chose que je n'avais plus depuis des années. J'ai repris du ventre alors que mes abdominaux commençaient à se dessiner. Enfin voilà, on a ce physique qui change. Il faut s'accepter. Au début, ça a été très compliqué à s'accepter. Moi, combien de fois, mais mon homme ne pouvait pas me toucher parce que je ne me sentais pas jolie, parce que c'est dur. Enfin, j'ai eu, je crois, pendant pratiquement 2 mois où je ne pouvais pas me regarder nue. Même encore maintenant, là, c'est compliqué. C'est compliqué. Bon, ensuite, là, je suis en postpartum, donc c'est peut-être encore autre chose, mais c'est compliqué. Mais je me suis dit, encore une fois, je me suis mis un petit coup de pied aux fesses en me disant, bon, Charlotte, le traitement, là, pour ce que t'as, c'est ne rien faire et manger plus. Ça devrait aller. Il y a quand même pire comme traitement. Voilà, j'ai vraiment essayé de relativiser comme ça. J'ai découvert, j'ai fait d'autres choses. Voilà, je me suis découvert d'autres passe-temps. Alors surtout, j'allais me promener, j'allais prendre l'air, c'était important quand même. Mais oui, j'ai fait du rangement. Je me suis réoccupée un peu de l'aménagement dans la maison. Voilà, en tout cas, je faisais d'autres choses. C'était important. Et puis on arrive quand même tout ça au mois d'août, où en fin de compte, pendant tous ces mois-là, j'avais toujours un suivi un peu de près ou de loin avec ma gynécologue. Et puis en fait, quand ça a repris un peu tout ça, elle m'avait dit bon Charlotte, je suis pas pour qu'on reprenne une stimulation ovarienne. Donc on va prendre rendez-vous avec l'endocrinologue pour poser la pompe. Bon. Et donc on arrive à début août. Et donc j'ai mon rendez-vous pour poser cette pompe à GNRH. Et donc en fait, à cette pompe-là, enfin à ce rendez-vous-là, pardon, on fait une échographie pour s'assurer que tout va bien, qu'on est bien, on va dire, au calme plat. Et que cette pompe va vraiment être mise pour débuter un cycle. Et donc être posée au plus juste possible. Et donc là, on arrive à août. Hein, donc pour rappel, hein, je fais donc 67 kilos. On arrive à août, on me pose cette pompe. Et donc j'ai l'échographie. J'ai déjà l'échographie, ma pompe n'est pas encore posée. Et là, l'endocrinologue qui me fait l'échographie me dit il y a un début de cycle spontané. Incroyable. La question ensuite a été est-ce qu'on pose quand même la pompe ou pas? Alors, l'endocrinologue qui me pose cette question-là,
mon mari à côté qui entend comme moi un début de cycle spontané, alors là, c'était l'ultimatum en fait. C'était est-ce que on se dit, on essaie quand même comme ça, voir ce que ça donne, ou est-ce que de toute façon je suis là, on met la pompe et puis bon, bah voilà. Alors, moi, dans ma tête, je m'étais dit, je m'en fiche, je veux la pompe, j'en ai marre d'attendre. Du coup, ça faisait 1 an et demi qu'on attendait. J'en ai marre d'attendre, je veux la pompe. Et puis l'endocrinologue m'a dit, bon, de toute façon, c'est vrai qu'au vu des tests qu'on a fait ce matin, voilà, on m'avait déjà injecté en fait de la GnRH pour être sûr que je réponde bien au traitement. De toute façon, ce premier cycle-là, il est déjà un peu foireux, quoi. Bon, alors du coup, on met la pompe. Je vais peut-être pas aborder le sujet de la pompe dans ce témoignage-là, c'est peut-être pas l'objet. Mais en tout cas, on me met à la pompe début août. Et fin août, je n'ai pas mes règles. Je fais un test de grossesse, je suis enceinte. Incroyable. Incroyable, forcément. L'excitation est évidemment au plus haut. On saura jamais si c'est grâce à ce que j'ai fait, si c'est naturel. La pompe a forcément aidé, même si elle a été mise du coup au minimum, au dosage minimum. Mais en tout cas, ça a marché. Voilà. À l'heure actuelle, je suis maman d'un petit garçon qui a 7 mois et demi. La grossesse a été superbe. Pas de problème particulier lié à tout ça. Par contre, donc évidemment, hein, 67 kg, j'ai pris encore plus, j'ai pris 9 kg ensuite avec ma grossesse. Donc autant vous dire que voilà, après la prise de poids, bon bah on la regarde plus, hein. Et puis je me suis dit bon, on verra ça de toute façon après l'accouchement, après l'allaitement, etc., pour retrouver mes règles naturellement. Donc j'ai perdu mes kilos de grossesse, mais à l'heure où je vous parle, je fais toujours 67 kg. Mon reflet dans le miroir a changé, forcément. Maintenant, j'ai un ventre de postpartum. Mais c'est vrai que je l'accepte plus. Alors déjà parce que j'ai plus trop le temps, de toute façon. Et puis, je m'étais dit que de toute façon, tant que j'avais pas eu mon retour de couche, je voudrais pas reprendre le sport. Et puis, en fait, je l'ai retrouvé. Là, fin novembre, j'ai eu mon retour de couche. J'ai eu peur au début. Mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que je ferai plus la même erreur. Me renfermer dans le sport. Et surtout, ne pas faire attention à mon corps, en fait, à ma demande. Si mon corps a faim, si j'ai faim, c'est que mon corps en a besoin. Si j'ai envie de gras, c'est parce que mon corps en a besoin. Alors bien sûr, faut pas encore une fois... En fait, faut pas tomber dans l'excès, que ce soit d'un côté ou de l'autre. Et également, ce que j'ai appris aussi, c'est pas mon reflet qui fait ma personnalité. Que je fasse 56 kilos ou comme je suis montée pendant ma grossesse à 76 kilos, en fait, j'ai toujours été la même. Alors, probablement avec moins de sauts d'humeur, forcément, quoique, avec les hormones de la grossesse, mais c'est pas ça qui a fait que j'étais moins enjouée, que j'étais peut-être moins généreuse. Voilà, c'est pas mon poids qui fait ma personnalité. Même si, étant plus jeune, forcément, la confiance en soi, elle est surtout mise à mal par les autres. Parce que les autres jugent, moi compris, hein, évidemment, hein, je juge aussi au physique. Mais du coup, c'est vrai que ça m'a fait relativiser tout ça. Voilà, donc si j'ai un conseil à donner, écoutez-vous. Et surtout pour celles qui souffrent d'aménorrhée, reposez-vous les bonnes questions. Qu'avez-vous envie ? Avez-vous envie de retrouver vos règles ? Pas forcément pour donner la vie d'ailleurs,
pour tous les risques qui existent ensuite. Ostéoporose, insuffisance cardiaque, voilà. Parce qu'au final, être en aménorrhée, c'est être en ménopause précoce. C'est grave. Faut pas oublier que nos hormones nous protègent. Donc, même si c'est pas pour donner la vie, il faut retrouver son cycle. C'est important. C'est hyper important. C'est vital, en fait. Donc, écoutez-vous, surtout. Relativisez beaucoup de choses. Et surtout, n'hésitez pas à en parler autour de vous. Moi, c'est quand j'en ai parlé autour de moi que, en fait, les personnes ont compris. Que les personnes m'ont aidée aussi. Voilà. Je pense que j'ai fait le tour de la question, même si je pourrais encore en parler pendant des heures. J'espère que ça aidera des femmes qui écouteront. Et à tous, à toutes surtout, manger du gras, c'est la vie. Si tu entends ces quelques mots, c'est que tu es resté jusqu'au bout de cet épisode. Et pour ça, je t'en remercie. Retrouve tous les éléments mentionnés dans son article disponible sur mon site internet hygiène-de-vie.fr avec le chiffre 2 dans la section blog et podcast. Sache que tu peux aussi me retrouver lors d'accompagnements individuels naturaux pour travailler en profondeur sur ton hygiène de vie, mais aussi sur ta santé féminine, cycle naturel, arrêt de la contraception, volonté de grossesse ou encore troubles du cycle. Un programme 100% audio à suivre en toute autonomie est aussi disponible pour t'aider à arrêter la pilule contraceptive en toute sérénité et ainsi t'aider à te réconcilier à ton cycle naturel. Enfin, je t'ai concocté une belle petite boutique naturo hygiène de vie avec des e-books et mini-guides, un livre papier auto-édité Plus jamais malade ou encore une carte cadeau pour offrir un peu plus de santé au naturel à l'un de tes proches. Tous les liens sont en description de cet épisode. Et pour terminer, n'oublie pas de partager cet épisode le plus largement possible et à me laisser ton commentaire et une note 5 étoiles sur ta plateforme d'écoute. Si tu ne le peux pas, envoie-moi juste un petit mail qui me fera chaud au cœur. En attendant, je te donne rendez-vous mercredi prochain pour un nouvel épisode. Ciao!